À ma fête d'anniversaire, mes parents ont ri, nous avons invité ton ex, Clément. On a pensé que ce serait drôle. J'ai souri, pris le micro et lui ai demandé, qu'est-ce que ça fait de savoir que ta blague vient de te coûter ta maison? Tous les invités ont regardé leur visage blêmir. Mes parents ont invité mon ex-mari parasite à ma fête pour mes 55 ans, pour la blague. Quand je leur ai demandé s'ils étaient sérieux, ils se sont contentés de rire. Alors, j'ai passé un seul coup de fil à mon équipe juridique et j'ai organisé ma propre surprise qui allait changer leur vie et la liste des invités pour toujours. Le diagnostic était tombé 3 semaines plus tôt, annoncé par un médecin aux yeux bienveillants et à la voix stérile et compatissante. Burn-out aigu, aggravé par une carence vitaminique sévère et une hypertension artérielle dangereusement élevée. Véronique, avait dit le docteur Fournier, sa main posée sur mon dossier. Vous êtes une avocate d'affaires, pas une machine. Si vous n'arrêtez pas, votre corps s'arrêtera pour vous. Je vous impose un congé de 6 semaines. Pas d'appel, pas de mail, pas de nouvelles. Alors, me voilà, un mardi après-midi, assise dans mon bureau ensoleillé, non pas à conclure une fusion à plusieurs millions d'euros, mais à trier des options d'arrangements floraux pour ma fête de 55 ans. Je me sentais fragile, comme une pièce de porcelaine fine qui aurait été lâchée et recollée à la hâte. Le stress de la dernière décennie, à me battre pour me relever des décombres financiers et émotionnels de mon divorce, m'avait finalement rattrapé. Cette fête était censée être une célébration, non seulement d'un anniversaire marquant, mais de la survie, du fait d'être enfin en sécurité, stable et, pour la première fois depuis longtemps, en paix. Mon téléphone a vibré sur le bureau, faisant cliqueter la porcelaine de ma tasse de thé. C'était ma mère, Hélène. J'ai souri, m'attendant à un appel concernant sa robe pour la fête. Salut, maman. Tu tombes à pic. Tu préfères les pivoines ou les gardénias? Oh, les pivoines, je suppose, dit-elle, la voix légère, bien que tu dépenses toujours trop en fleurs. Maintenant, écoute, chérie, ton père et moi venons d'avoir la plus merveilleuse idée pour ta fête. Je me suis penché en arrière, remuant mon thé tiède. Oh, qu'est-ce que c'est? Nous parlions justement de ton stress. Et nous avons pensé que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de bien rire. Tu as été si terriblement sérieuse depuis. Enfin, tu sais. Il est temps de laisser le passé derrière nous. Un nœud d'inquiétude a commencé à se serrer dans mon estomac. Une sensation familière qui me prenait chaque fois que ma mère utilisait son ton de directrice d'école à la retraite qui sait tout mieux que tout le monde. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Rien, chérie. Nous avons juste ajouté une petite surprise à la liste des invités. Ton père et moi avons croisé Clément la semaine dernière au club de golf et il est magnifique. Il a vraiment tourné la page. Véronique, il a demandé de tes nouvelles. La tasse de thé a glissé de mes doigts, s'écrasant sur le bureau ancien et projetant un liquide brun sur le bois poli et mon pantalon en lin de couleur crème. Le bruit du fracas semblait résonner dans le silence soudain et rugissant de mon propre esprit. Clément, mon ex-mari. L'homme qui avait systématiquement vidé nos comptes joints, hypothéqué notre maison dans mon dos, et m'avait laissé avec une dette à 6 chiffres et la coquille vide d'une vie. L'homme que je n'avais pas vu depuis 10 ans, pas depuis qu'un juge avait signé le décret final. Qu'est-ce que tu as dit? Ma voix était à peine un murmure. Le tensiomètre que le docteur Fournier m'avait prescrit me serrait le bras, bien qu'il soit encore dans sa boîte. Nous l'avons invité à ta fête. Le rire de ma mère était un son clair et tintant, totalement dépourvu de compréhension. Il était si touché. Il a dit qu'il serait ravi de venir te souhaiter un joyeux anniversaire. Je me suis levé, la chaise raclant violemment contre le sol. Mes mains tremblaient. Mon cœur ne battait pas seulement. Il cognait contre ma cage thoracique. Un oiseau paniquait dans une minuscule cage. Êtes-vous sérieux? Ai-je réussi à articuler, chaque mot me coûtant. Vous avez invité Clément chez moi. Mon père Henri a dû prendre la deuxième ligne car son rire jovial et tonitruant a rempli le combiné. On a pensé que ce serait drôle, Véro. De voir ta tête. D'ailleurs, ça fait une décennie. Il est temps que tu passes à autre chose. Ils ont ri ensemble. Ils riaient de moi. À l'idée de ramener l'homme qui m'avait presque détruite dans ma propre maison comme une faveur, comme une blague. La porcelaine fragile de ma convalescence, la pièce que j'avais passé 10 ans à reconstruire méticuleusement, s'est brisée en ce seul moment cruel de rire partagé. Le choc fut un coup physique, me coupant le souffle. Mais alors que leur rire continuait,
quelque chose d'autre l'a remplacé, une clarté froide et tranquille. Le genre de concentration acérée qui avait fait de moi l'une des meilleures avocates spécialisées en contrat de la ville. Le brouillard de mon burn-out s'est dissipé, remplacé par une résolution glaciale. « Maman, papa », ai-je dit, ma voix soudainement calme, plate et dépourvue de toute émotion. « Je dois y aller. On en reparlera plus tard. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas nettoyé le thé. Je ne me suis pas rassise. Je suis resté là, à fixer la tache sombre qui s'étalait sur mon bureau, et j'ai senti les 10 dernières années de douleur et d'humiliation se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de dur et d'inflexible. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un flou d'adrénaline et d'incrédulité. Le repos obligatoire ordonné par le docteur Fournier était un lointain souvenir. Mon cœur battait à un rythme si douloureux et frénétique que j'étais à moitié convaincu de faire une crise cardiaque. J'arpentais mon bureau, les éclats de la tasse de thé brisée crissant sous mes chaussures tandis que le rire de mes parents résonnait dans ma tête. On a pensé que ce serait drôle. Il est temps que tu passes à autre chose. Passer à autre chose, ai-je murmuré à la pièce vide. Passer à autre chose avait impliqué 2 ans de litige, la vente de mon appartement pour rembourser les dettes secrètes qu'il avait accumulées en mon nom, et des semaines de 80 heures pour reconstruire mon cabinet à partir de zéro. Passer à autre chose m'avait coûté ma quarantaine, ma santé et ma confiance en la décence humaine. Et ce sont eux qui m'avaient tenu la main pendant les dépositions. Ils avaient été mes principaux témoins. Ils avaient vu les relevés bancaires. Ils avaient entendu les mensonges. Ma main, toujours tremblante, planait sur mon téléphone. Je devais les rappeler, crier, exiger qu'ils le désinvitent, leur faire comprendre la cruauté monumentale de ce qu'ils avaient fait. J'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné 5 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix toujours empreinte d'amusement. « Mon Dieu, Véronique, tu as raccroché si vite. Ton père et moi étions justement en train de dire « on t'a bien eu, n'est-ce pas ?» Maman, arrête, ai-je dit, la voix tendue. Ce n'est pas drôle. Vous ne pouvez pas être sérieux. Tu dois l'appeler. Tu dois lui dire qu'il n'est pas le bienvenu. Il y eut une pause. L'humour dans la voix d'Hélène a disparu, remplacé par le froid glacial et familier de sa désapprobation. Ne sois pas si dramatique, Véronique. C'est fait. Nous lui avons déjà dit que tu serais ravie. Il fait partie de la famille, d'une certaine manière. Et franchement, cette amertume à laquelle tu te raccroches est malsaine. Nous essayons de t'aider à guérir. M'aider en invitant l'homme qui a falsifié ma signature sur une demande de prêt? En ramenant le consultant qui a fait s'évaporer les économies de notre vie dans un trou noir au Luxembourg? C'est comme ça que vous m'aidez? Il nous a dit qu'il avait tout remboursé. Mon père Henri est intervenu, sa voix sur la défensive. Il a dit qu'il essayait de se racheter depuis des années, mais que tu ne prenais tout simplement pas ses appels. Parce que c'est un escroc, ai-je hurlé, perdant enfin le sang-froid dont je me vantais. Il n'a rien remboursé. C'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris 8 ans. 8 ans de ma vie à payer pour ses erreurs. Maintenant, Véronique, ça suffit, a dit Hélène sèchement. Tu es hystérique. C'est juste une fête. Clément a toujours été si charmant, et il se sent terriblement mal pour le passé. Il mérite une seconde chance. Nous sommes aussi sa famille. Nous sommes aussi sa famille. Les mots flottaient dans l'air, froids et tranchants comme des glaçons. Il l'avait choisi lui plutôt que moi, plutôt que ma paix, ma sécurité, ma maison. Le comportement froid et détaché des 2 personnes qui étaient censées être mes protecteurs était plus glaçant que le crime originel de Clément. Très bien, ai-je dit. Le mot était un éclat de glace. S'il vient, je ne viendrai pas. J'annulerai la fête. Ne sois pas ridicule, a ricané Hélène. Tout est déjà payé. Tous tes amis viennent. Tu t'humilierais vraiment, toi et nous, juste pour prouver quelque chose. Arrête d'être si sensible, Véronique. On se voit samedi. Et essaie d'être civilisé. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé le téléphone. M'humilier? Ils s'inquiétaient de leur humiliation. Une nouvelle pensée, froide et aiguë, a percé le brouillard rouge de ma colère. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Cela faisait 10 ans. Mes parents l'avaient détesté pendant le divorce.
Il s'était assis à côté de moi pendant que je pleurais. Qu'est-ce qui avait changé? Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, celui qui fait face à mon mur de diplômes et de certifications juridiques. J'étais avocate. Je me spécialisais dans les contrats, les fiducies, dans la recherche de la vérité cachée dans les petits caractères. Je ne traitais pas avec les émotions. Je traitais avec des faits, et les faits ne collaient pas. Un vague souvenir a refait surface. Mon père Henri se plaignant il y a quelques semaines que cette satanée association de propriétaires de la villa augmentait encore les charges, que c'était de l'extorsion. J'avais balayé ça d'un revers de main, lui disant que je m'occuperais du renouvellement comme toujours. Mes parents vivaient dans une villa de retraite de luxe, la meilleure de la région. Le bail, les charges, l'entretien, tout était payé par une fiducie. Une fiducie que j'avais créée et que je contrôlais. Une fiducie qui était, à ce moment précis, l'intégralité du filet de sécurité financier de mes parents. J'ai pensé à leur rire, à leur froideur, à leur allégeance soudaine et inexplicable à mon plus grand ennemi, et un soupçon sombre et terrible a commencé à se former. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié qui payait les factures. Pour comprendre la profondeur de cette trahison, il faut comprendre mes parents. Ma mère, Hélène, était une directrice d'école à la retraite. Elle n'avait pas seulement dirigé une école. Elle l'avait gouvernée. C'était une femme qui croyait savoir ce qui était le mieux pour tout le monde et elle aurait remué ciel et terre pour imposer sa vision du mieux, que vous le vouliez ou non. Elle voyait les émotions comme un problème administratif, une variable désordonnée à ranger. Mon amertume, comme elle l'appelait, n'était pas une blessure à guérir. C'était un problème de comportement à corriger. Mon père Henri était un dentiste à la retraite, un homme qui avait passé sa vie à gérer des douleurs mineures et des plaisanteries superficielles. C'était un suiveur, un béni-oui-oui pour la femme autoritaire qu'était ma mère. Il aspirait à une vie tranquille, et il aurait accepté n'importe quoi, ri de n'importe quoi, et ignoré n'importe quoi pour éviter une confrontation, surtout avec sa femme. Sa nature joviale et tapa à accent grave l'œil masquait une profonde lâcheté morale. Et puis il y avait Clément. Quand je l'ai rencontré, j'étais associé dans mon cabinet à 35 ans, et il était consultant. C'est tout ce qu'il se disait, un consultant. C'était un mot aussi vague et poli que son apparence. Il était beau, d'une manière désarmante, avec une voix qui pouvait charmer un serpent. Moi, une femme qui lisait des contrats de 100 pages pour le plaisir, je suis tombée amoureuse de lui complètement. Il a été ma seule grande erreur de jugement catastrophique. J'avais tant sacrifié pour mes parents. J'étais leur enfant unique, le bébé miracle qu'ils avaient eu sur le tard. J'avais été la fille parfaite et studieuse. J'avais obtenu les bourses, le diplôme de droit, le poste d'associé. Quand le cabinet dentaire de mon père a connu des difficultés, je l'ai discrètement renfloué. Quand ma mère a décidé qu'il méritait une retraite au soleil, je ne les ai pas seulement aidés à déménager. J'ai acheté la villa, les placé dans une fiducie et les financé, m'assurant qu'ils finiraient leur jour dans un luxe qu'ils n'avaient pas gagné. Tout cela pendant que je remboursais encore les dettes que Clément m'avait laissées. Mon dévouement était absolu. Mon soutien financier inconditionnel. Le divorce avait été une histoire d'intérêt public dans notre petite communauté aisée. Une avocate de renom escroquée par son mari arnaqueur. Clément avait été brillant dans sa sociopathie. Il avait utilisé mon propre argent pour financer un style de vie dont j'ignorais même l'existence. Un deuxième appartement, des voyages d'affaires somptueux, des investissements qui disparaissaient du jour au lendemain. Il se spécialisait dans la recherche de femmes prospères et peu sûres d'elles pour les saigner à blanc. Il en avait trouvé 2 autres avant moi, et j'ai appris plus tard au moins une après. Pendant le divorce, mes parents avaient été mes plus ardents défenseurs, du moins publiquement. Cet homme est un parasite, avait déclaré ma mère lors d'un déjeuner au club. Il est mort pour cette famille, avait annoncé mon père sur le terrain de golf. Leur statut social avait pris un coup à cause de moi, et ils ne m'avaient jamais laissé oublier l'embarras que je leur avais causé. Maintenant, soudainement, le parasite était de retour. Et mes parents étaient ceux qui l'invitaient à entrer. Pourquoi? La question résonnait dans ma tête comme un tambour. Ce n'était pas juste une blague. C'était une manœuvre, un coup calculé. Mon cerveau d'avocate, maintenant pleinement opérationnel, a commencé à analyser les variables. Clément ne faisait jamais rien sans un motif financier. Et mes parents, malgré leur fanfaronnade, étaient facilement manipulés par quiconque les flattait.
J'ai regardé le téléphone, mon cœur toujours froid. Ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement leur fille. J'étais leur bienfaitrice. Et le renouvellement de ce bail de luxe, celui de leur belle villa ensoleillée, se trouvait sur mon bureau, juste à côté de la tache de la tasse de thé brisée. Il devait être signé dans 2 semaines, et il nécessitait ma signature. Les mots de ma mère me sont revenus. Il mérite une seconde chance. Ceux de mon père. Nous l'avons croisé au club de golf. Clément ne serait pas à ce club à moins d'être un invité. Il ne pouvait pas se permettre l'adhésion. Qui l'avait amené? Mes parents. Ils ne l'avaient pas croisé. Ils l'avaient rencontré. Ce n'était pas un développement récent. Cela durait depuis des semaines, peut-être des mois. Ils m'avaient menti. La trahison n'était plus seulement à propos de la fête. C'était une conspiration. Le passage de victime passive à stratège active a été aussi simple que d'ouvrir mon ordinateur portable. Le brouillard de mon repos forcé avait disparu, remplacé par le feu froid et familier du litige. Je n'étais plus une fille sous le choc d'une trahison. J'étais une avocate qui construisait un dossier. Mon premier appel n'a pas été pour mes parents, mais pour un homme nommé Marc, un détective privé que j'avais engagé dans une affaire de fusion d'entreprises litigieuses 2 ans auparavant. Marc était discret, cher et d'une efficacité redoutable. Marc, ai-je dit, ma voix nette. J'ai un travail pour vous. J'ai besoin d'un bilan financier et personnel complet sur un homme nommé Clément Lefebvre, 57 ans, dernière profession connue, consultant. J'ai besoin de connaître l'état de ses comptes bancaires, son score de crédit, tout privilège ou jugement en suspens, et surtout, j'ai besoin d'un journal de toutes ses réunions et communications des 6 dernières semaines. Je m'intéresse particulièrement à ses contacts avec 2 individus, Hélène et Henri Dubois. Dubois, dit Marc, un lien de parenté? Mes parents, ai-je dit platement. Je veux savoir où ils se sont rencontrés, quand ils se sont rencontrés et de quoi ils ont discuté. J'en ai besoin pour vendredi. Vendredi, c'est court, Véronique. Ça va vous coûter cher. Le coût m'est égal, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mon appel suivant a été pour mon assistante juridique, Sarah. Sarah, je sais que je suis en congé, mais j'ai besoin que tu sortes un dossier. C'est la fiducie de la famille Dubois. Oui, celle-là. J'ai besoin que tu me scannes et m'envoies par email l'accord original complet, en accordant une attention particulière aux clauses de révocation et de signature. Et Sarah, ceci reste entre nous. Bien sûr, Véronique. Je vous l'envoie dans 20 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai ouvert le dossier de la villa de retraite, le domaine des Mimosas. J'ai relu le contrat de bail que j'avais signé il y a 5 ans. Le renouvellement était, comme je m'en souvenais, dû pour le 1er du mois. Ma signature en tant que seule fiduciaire de la fiducie de la famille Dubois était la seule qui comptait. Sans elle, le bail prendrait fin et mes parents auraient 30 jours pour quitter les lieux. Le piège astucieux n'était pas quelque chose que je devais construire. C'était quelque chose que j'avais déjà créé il y a des années. Pour les protéger, j'avais structuré la fiducie pour me donner, en tant que fiduciaire, l'autorité ultime. C'était un accord standard et blindé, conçu pour protéger les actifs de toute influence extérieure. J'avais en effet protégé les actifs de mes parents de tout le monde, y compris, comme il s'est avéré, d'eux-mêmes. L'email de Sarah est arrivé. J'ai lu le document de la fiducie. Mon propre jargon juridique me dévisageait. J'avais le pouvoir. J'avais toujours eu le pouvoir. Je n'avais simplement jamais imaginé, même en 1 million d'années, que je devrais l'utiliser contre eux. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état second. Je n'ai rien mangé. J'ai peu dormi. Je suis resté assise à mon bureau, la tache de thé séchée un rappel brun ailé du moment où ma vie s'était fracturée. Je ne planifiais plus une fête. Je planifiais une guerre. Le vendredi matin, le rapport de Marc est arrivé dans ma boîte de réception. C'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Clément n'était pas seulement en difficulté financière. Il était ruiné. Il était poursuivi par 2 investisseurs différents à Paris. Un privilège avait été placé sur sa dernière adresse connue à Nice et il avait un jugement contre lui à Lyon pour fraude. Il était, pour le dire en termes juridiques, un actif toxique. Et puis il y avait le journal de surveillance. Semaine 1. Clément Lefebvre observé rencontrant Henri Dubois au terrain de golf du domaine des Mimosas. Un déjeuner suit.
Clément paie avec une carte de crédit que Marc a notée comme étant en retard de 90 jours. Semaine 2. Clément Lefebvre observé rencontrant Hélène et Henri Dubois pour dîner au Grill Côtier. Réunion de 3 heures. Les photographies jointes montrent Hélène Dubois s'épongeant les yeux avec une serviette et Clément lui tenant la main sur la table. Semaine 4. Clément Lefebvre observé dans une agence bancaire locale avec Henri Dubois tentant d'être ajouté comme signataire à un compte. La transaction a été refusée par le directeur de la banque. Ils n'avaient pas seulement été en contact. Ils étaient activement courtisés, arnaqués et manipulés. Clément essayait de mettre la main sur leur argent, ce qui par extension signifiait mon argent, et eux, aveuglés par son charme ou leur propre récit bizarre de pardon, le laissaient faire. La blague de l'invité à ma fête n'était pas du tout une blague. C'était un test. C'était sa façon de voir quel contrôle il avait acquis, jusqu'où il pouvait pousser, à quel point il le choisirait lui plutôt que moi. Le rapport se concluait par un dernier détail dévastateur. La transcription d'un appel téléphonique que Marc avait intercepté. Hélène, elle est tellement têtue, Clément. Si rancunière. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée. Clément. Hélène. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle a des réactions excessives, mais elle a tout cet argent, toute cette sécurité, et vous deux êtes coincés dans cet endroit avec elle qui détient toutes les cartes. Ce n'est pas juste. Une fille ne devrait pas contrôler ses parents comme ça. Vous méritez votre indépendance, Henri. Il a raison, Hélène. Nous devrions pouvoir décider qui nous voyons. Nous devrions être en charge de nos propres finances. Clément, et c'est en cela que je veux vous aider. Une fois que Véronique me verra à la fête, une fois qu'elle verra que nous sommes à nouveau une grande famille heureuse, je suis sûr qu'elle s'adoucira. Et si elle ne le fait pas, eh bien, nous pourrons parler d'autres options. Il y a des moyens de contester une fiducie, vous savez, surtout quand la fiduciaire est instable. J'ai senti le sang quitter mon visage. Instable. Ils utilisaient mon burn-out contre moi. Ils n'étaient pas seulement manipulés. Ils étaient des participants actifs. Ils complotaient pour prendre mon argent, pour utiliser mon ex-mari afin de briser la fiducie même que j'avais créée pour les protéger. La glace dans mes veines n'était plus seulement de la résolution. C'était de la fureur. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai conduit. J'ai rompu ma quarantaine obligatoire, suis monté dans ma voiture et ai conduit les 45 minutes jusqu'au domaine des Mimosas. Le rapport de Marc, un poids de plomb sur le siège passager. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je savais juste que le temps des appels téléphoniques était révolu. J'ai utilisé ma propre clé pour entrer dans leur villa. Elle était impeccable comme toujours, décorée dans un style que ma mère appelait chic côtier. Tout était blanc, beige et bleu, un environnement stérile, parfait comme une salle d'exposition, qui ne portait aucune trace de l'histoire désordonnée de notre famille. Ils étaient dans le salon, regardant un jeu télévisé. Ils ont levé les yeux, surpris, quand je suis entré. Véronique, s'est exclamé mon père, Henri, un sourire forcé se dessinant sur son visage alors qu'il cherchait la télécommande. Quelle surprise! Nous pensions que tu te reposais. Nous devons parler, ai-je dit. J'ai posé le rapport sur la table basse en verre. Ma mère, Hélène, a regardé du dossier à mon visage. Son masque de directrice d'école s'est mis en place. Véronique, tu as une mine affreuse et tu as interrompu notre programme. Quoi que ce soit, ça peut attendre? Non, ça ne peut pas, ai-je dit. Je sais, maman. Je sais tout. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit-elle, la voix sèche. Je parle de Clément. Je parle du terrain de golf. Je parle du grill côtier. Je parle de toi et papa essayant de l'ajouter comme signataire à votre compte bancaire. La couleur a quitté le visage d'Henri. Il ressemblait à un poisson, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Hélène, cependant, s'est raidie. Ses yeux se sont rétrécis. Tu nous as espionnés, tes propres parents. J'ai protégé mes actifs, ai-je rétorqué, ma voix aussi froide que la sienne. Les mêmes actifs dont vous vivez. Les mêmes actifs que vous prévoyez apparemment de contester avec l'aide d'un escroc condamné. Il ne l'est pas, a balbutié Henri. Il a juste. Il a eu de la malchance. Il a tout expliqué. Vraiment? J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser une photographie sur la table.
C'était celle du restaurant, de Clément tenant la main de ma mère pendant qu'elle pleurait. A-t-il expliqué ça? A-t-il expliqué qu'il est poursuivi pour fraude dans 2 régions? Qu'il a un jugement contre lui dans une 3e? A-t-il expliqué que la carte de crédit qu'il a utilisée pour payer votre déjeuner était en retard de 90 jours? Hélène a regardé la photo, puis moi, son visage un masque d'indignation. Il a des remords, Véronique, quelque chose que tu sembles incapable de comprendre. Il est venu nous voir parce qu'il voulait arranger les choses. Il sait qu'il t'a blessé et il sait que tu nous as empoisonnés contre lui. Il essayait juste de s'excuser. Il essaie d'avoir mon argent, maman, ai-je crié, le barrage de mon sang-froid se brisant enfin. Et vous gobez tout. Vous le laissez faire après tout ce qu'il m'a fait, à nous. Ne lève pas la voix sur moi, a répliqué Hélène, se levant. Nous l'avons invité à la fête parce que nous voulons que cette famille guérisse. Et si tu es trop égoïste et amer pour le voir, alors c'est ton problème. Clément est un homme changé et il est le bienvenu dans nos vies, que cela te plaise ou non. Un homme changé? J'ai ri. Un son dur et laid. Un homme changé qui vous dit de contester la fiducie? De prétendre que je suis instable pour que vous puissiez mettre la main sur le capital? C'est de cette guérison que tu parles? Henri a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit faible et tremblante. Il s'inquiétait juste pour nous, Véro. Il a dit. Il a dit que tu avais trop de contrôle, que ce n'était pas sain. Il veut juste nous aider à être indépendants. Indépendants? J'ai tapoté le dossier. Votre indépendance est une ligne dans mon budget. Votre indépendance est un bail que je signe. Vous n'avez pas d'argent, papa. Clément m'a ruiné, et vous avez passé toute votre vie à vivre à mes crochets. La seule chose dont vous êtes indépendant, c'est de la réalité. C'est à ce moment que la menace mal exécutée est venue, non pas de Clément, mais de ma propre mère. Hélène s'est redressée, le visage pâle de fureur. Tu ne nous parleras pas sur ce ton. Tu iras à cette fête et tu seras civilisé avec Clément. Tu l'accueilleras et tu t'excuseras pour cette crise. Sinon quoi? Sinon vous ferez quoi? Vous nous déshériterez? Vous nous couperez les vivres? Vous ne le ferez pas. Tu es notre fille. Tu feras ce qui est juste. Ce n'était pas une question. C'était un ordre, une menace. Il me mettait au défi. Il croyait vraiment que j'étais faible. Que mon amour pour eux, mon sens du devoir, était une arme qu'ils pouvaient utiliser contre moi. J'ai regardé leur visage, celui de ma mère, tordu de colère vertueuse, et celui de mon père, affaissé dans une faible confusion. Ils avaient fait leur choix. J'ai ramassé le rapport. Tu as raison, maman. Je suis votre fille, ai-je dit, ma voix redevenue calme. La fête est samedi. Je vous verrai tous là-bas. S'il te plaît, assure-toi que Clément vienne. Je ne voudrais pas qu'il manque ça. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Mes parents, enhardis par ma capitulation apparente, étaient insupportables. Ma mère appelait 2 fois par jour, non pas pour s'excuser, mais pour coordonner. Véronique, Clément se demande quel est le code vestimentaire. Je lui ai dit tenue de cocktail. C'est bien ça? Véronique, Clément est allergique aux fruits de mer. Tu devras le dire au traiteur. Il ne fait pas de manière, il est juste sensible. Chaque appel était un nouveau coup de poignard. Il l'exhibait. Il me frottait le nez dans leur victoire. Clément, pendant ce temps, était silencieux. Il était trop intelligent pour m'appeler directement. Il laissait mes parents faire son sale travail, sûr de sa position de pacificateur. Mais pendant qu'il planifiait le menu, je construisais mon dossier. L'enquête ne portait plus sur le fait de savoir s'ils conspiraient, mais sur la manière de les démanteler. Marc a découvert les autres options que Clément avait mentionnées. Il avait déjà contacté un avocat spécialisé en succession de bas étage, un homme connu pour contester les testaments et les fiducies au nom de parents mécontents. Il se préparait à déposer une requête affirmant que j'étais médicalement et émotionnellement inapte à servir de fiduciaire, citant mon congé obligatoire comme preuve de mon instabilité. Ils allaient utiliser mon burn-out, une condition à laquelle ils avaient largement contribué, pour me dépeindre comme incompétente. La rage qui m'a envahi était si pure, si froide, qu'elle était presque paisible. Elle a consumé les derniers vestiges de mon doute. Ce n'était plus un différend familial. C'était une guerre.
J'ai rassemblé mes preuves, non seulement le rapport de Marc, mais aussi les documents de prêt originaux que Clément avait falsifiés, les jugements des tribunaux de ses autres victimes, que j'avais fait venir en urgence de Paris et Lyon. J'ai même retrouvé la femme avec qui il était sorti après moi, une médecin à la retraite de Nice, et elle a été plus qu'heureuse de fournir une déclaration sous serment détaillant comment il l'avait escroqué de ses économies de retraite. Les enjeux étaient clairs. Si je ne faisais rien, je perdrais tout. Il m'entraînerait dans une bataille juridique publique et désordonnée, utilisant mes informations médicales privées comme une arme. Il me saignerait à blanc, tout comme Clément l'avait fait auparavant. Cette fois, mes propres parents me tiendraient pour qu'il le fasse. La veille de la fête, j'ai eu une deuxième confrontation. Ma mère a appelé, non pas pour la fête, mais avec une exigence. Véronique, ton père et moi avons discuté avec Clément, et il a raison. Il est temps de changer. Nous voulons avoir le contrôle de nos propres finances. Nous voulons que tu dissolves la fiducie. J'étais assise dans l'obscurité de mon bureau, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Dissoudre la fiducie, maman. Et faire quoi? Vous donner le capital? Le lui donner? C'est notre argent, a-t-elle insisté. Nous sommes tes parents. Tu nous le dois. Clément nous a aidés à comprendre nos droits. Il a organisé une réunion avec un nouveau conseiller financier pour nous la semaine prochaine. Un conseiller financier, ai-je répété, ma voix morte. Je suis sûr qu'il l'a fait. Laisse-moi deviner. Il s'appelle Monsieur Martin et son bureau est une boîte postale. Tu es irrespectueuse, a-t-elle crié. Nous te le disons, nous ne te le demandons pas. Tu vas commencer les démarches pour dissoudre la fiducie ou nous demanderons à l'avocat de Clément de le faire pour nous. Nous avons des droits, Véronique. Nous ne serons plus contrôlés par toi. Le sortilège n'était pas seulement en train de fonctionner. Il était complet. Il lui appartenait. Il les avait retournés contre moi si complètement qu'ils étaient prêts à me détruire pour obtenir ce qu'ils voulaient. D'accord, maman, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Tu as raison. Nous devons en parler. Faisons-le à la fête demain soir, devant tout le monde. Nous pouvons mettre toutes les cartes sur la table. Nous pouvons parler de vos droits et de mon contrôle et des conseils financiers de Clément. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Il y eut une pause. Même elle semblait sentir le danger dans mon ton. Que veux-tu dire? Je veux dire que c'est mon 55e anniversaire, une étape importante. C'est le moment idéal pour de nouveaux départs. Je te vois demain, maman. Et s'il te plaît, assure-toi d'amener Clément. J'ai raccroché. Le piège était tendu. L'appât avait été pris. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'y entrer. La fête battait son plein. Ma maison, que j'avais reconquise et reconstruite, était remplie de fleurs, de musique et du faible bourdonnement d'une amitié sincère. Mes associés du cabinet, mes voisins, les quelques amis qui m'avaient soutenu pendant le divorce. Ils étaient tous là. Je me déplaçais dans la foule, acceptant les vœux d'anniversaire. Mon estomac était un nœud serré d'anxiété et d'acier. J'étais vêtu d'une robe rouge carmin, une couleur que j'avais choisie spécifiquement. C'était la couleur du pouvoir. Puis ils sont arrivés. La musique a semblé baisser d'un ton alors que ma mère Hélène, mon père Henri, et Clément franchissaient la porte. Mes parents l'encadraient comme une garde royale, rayonnant d'une fierté propriétaire. Clément lui-même semblait inchangé. Il portait un costume d'apparence coûteuse, probablement acheté avec un chèque sans provision. Et ce même sourire facile et charmant qui m'avait autrefois captivé et qui maintenant me rendait malade. Il avait 57 ans, mes ans paraissaient 10 de moins, témoignage d'une vie vécue avec l'argent des autres. Ma mère m'a aperçu et m'a fait un signe de la main, un grand geste théâtral. Véronique, chérie, regarde qui est là. Toute la fête s'est tournée. Le silence est tombé. Mes amis qui connaissaient l'histoire avaient l'air horrifiés. J'ai marché vers eux, un verre d'eau pétillante à la main. Clément, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Quelle surprise. Je ne peux pas dire que je suis contente de te voir. Il a ri de ce rire suave et étudié. Oh, Véronique, toujours aussi dramatique. Joyeux anniversaire. Tes parents ont insisté pour que je vienne. Je voulais juste te souhaiter le meilleur. Et il a ajouté, baissant la voix, et te faire savoir qu'il n'y a pas de rancune. Il est temps de laisser le passé derrière nous, tu ne penses pas?
Il a tendu la main comme pour toucher mon bras. J'ai reculé. Tu as raison, Clément, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence soudain. Il est temps de laisser le passé derrière nous. En fait, j'espérais que nous pourrions tous mettre les choses au clair. Je me suis tourné vers le petit trio de jazz que j'avais engagé. Excusez-moi, messieurs. Pourriez-vous faire une pause? Merci. J'ai pris le microphone qu'ils utilisaient. Mon cœur était un marteau. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus pour mon 55e anniversaire. Cela compte plus pour moi que vous ne l'imaginez. J'ai regardé autour de la pièce les visages confus et inquiets de mes amis. La plupart d'entre vous savent ce que j'ai traversé il y a 10 ans. La plupart d'entre vous étaient là pour m'aider à ramasser les morceaux, et vous connaissez tous l'homme qui tenait le marteau. J'ai pointé le microphone vers Clément. Son sourire a vacillé, juste une seconde. Ce que vous ne savez pas, ai-je continué, c'est que cet homme a conseillé mes parents ces 6 dernières semaines. Il les a convaincus que je suis le problème, que je suis instable, que la fiducie que j'ai créée pour les protéger et leur offrir une vie de luxe est en fait une cage que j'ai construite pour les contrôler. Le visage de ma mère était une image de fureur. Véronique, arrête ça tout de suite. Tu te ridiculises. Vraiment, maman? Où est-ce que je ne fais que commencer? Vous voyez, cette blague d'inviter Clément ici ce soir? Ce n'était pas une blague. C'était une démonstration de force. Ils ont rencontré un avocat. Il prévoit de me poursuivre pour me faire déclarer mentalement inapte afin de pouvoir dissoudre la fiducie et donner leur, et mon, argent à ce parasite. Un murmure collectif a parcouru la pièce. Henri avait l'air sur le point d'être malade. Véronique, c'est un mensonge, a dit Clément, s'avançant, son charme se transformant en colère. Tes parents s'inquiètent pour toi. Nous nous inquiétons tous pour toi. Vraiment, Clément? J'ai marché vers une table où j'avais laissé un unique et épais dossier. Tu t'inquiètes pour moi? Ou tu t'inquiètes pour les 2 affaires de fraude en cours contre toi à Paris? Ou le jugement à Lyon? Ou peut-être t'inquiètes-tu pour le docteur Elisabeth Lambert, qui, au passage, t'envoie ses amitiés. Elle a été fascinée d'apprendre que tu essayais la même arnaque sur ma famille. J'ai ouvert le dossier et j'ai jeté une pile de papier par terre à ses pieds. C'était ses jugements de cour, ses relevés bancaires, la déclaration sous serment du docteur Lambert. Le visage de Clément est devenu blanc. Il a regardé les papiers, puis moi, toute prétention de charme disparue. C'était un rat acculé. Je me suis tourné vers mes parents. Ma mère tremblait de rage. Mon père pleurait silencieusement. Maman, papa, vous êtes venus ici ce soir en vous attendant à ce que je me soumette. Vous avez ri de moi quand je souffrais. Vous avez comploté contre moi avec l'homme qui a failli détruire ma vie. Vous m'avez traité d'instable et de sensible. Vous avez fait votre choix. J'ai brandi un seul morceau de papier. Ceci, ai-je dit, est le renouvellement du bail de votre villa. Il était dû sur mon bureau hier. J'étais censé le signer pour que vous puissiez continuer à vivre dans votre cage. J'ai marché jusqu'à la cheminée où un petit feu brûlait. Et ceci, ai-je dit, brandissant une 2e liasse de papier, est un bail d'1 an que j'ai signé ce matin. C'est pour un appartement d'une chambre très propre et très fonctionnelle à la résidence du lavoir. Pas le domaine. Il est juste au-dessus d'une laverie très bruyante. Et ceci, j'ai brandi une petite clé, et la clé. Votre indépendance commence le 1er du mois. Vous avez 30 jours pour quitter ma propriété. Ma mère a poussé un son, un sanglot étranglé de fureur pure et sans mélange. Tu ne peux pas, je peux, ai-je dit, ma voix se brisant, non pas de tristesse, mais sous le poids écrasant de leur trahison. Je l'ai fait. Vous vouliez changer la liste des invités. Très bien, je l'ai changée. Vous êtes dehors, tous les 2. J'ai regardé Clément, qui se dirigeait déjà vers la porte. Quant à toi, ai-je dit, mes amis du bureau du procureur ont été très intéressés par la déclaration du docteur Lambert, tout comme tes agents de probation à Paris. Je m'attendrai à un appel. C'était le coup de grâce. Clément n'a pas dit un mot. Il s'est retourné et a fui. Il a couru hors de ma maison. Ma mère Hélène a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu le regretteras. Tu seras vieille et seule. Tu n'es pas ma fille. Tu as raison, ai-je dit, laissant enfin les larmes couler.
Je ne le suis plus. Votre fille était quelqu'un que vous pouviez manipuler, dont vous pouviez rire et que vous pouviez trahir. Cette personne a disparu maintenant. S'il vous plaît, sortez de ma maison. Mon père, Henri le lâche, ne m'a même pas regardé. Il a juste attrapé le bras de ma mère et ils sont sortis, laissant un silence stupéfait dans leur sillage. La liste des invités avait été changée pour toujours. La chute a été rapide et totale. Clément a été arrêté 2 jours plus tard. Il n'a même pas réussi à quitter la région. Les mandats d'arrêt en cours, combinés aux nouvelles preuves du docteur Lambert et au cas flagrant de sa conspiration pour commettre une fraude contre moi, ont suffi. Il a été extradé à Paris où il a fait face à un juge qui n'a pas été charmé par son sourire. Il a reçu une peine qui, à 57 ans, était effectivement une peine à perpétuité. Mes parents, fidèles à eux-mêmes, ont essayé de se battre. Ma mère, dans un accès de délire, a même essayé d'engager l'avocat spécialisé en succession que Clément avait recommandé. L'avocat, en apprenant que leurs actifs avaient en fait disparu et que leur fille instable était associée principale dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville, a abandonné leur cas si rapidement que cela a laissé un écho. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont emménagé dans l'appartement d'une chambre à la résidence du lavoir. Les meubles chics côtiers de ma mère ne rentraient pas, alors ils ont dû les vendre pour une bouchée de pain. Le 1er du mois est arrivé, et j'ai reçu un unique SMS venimeux de ma mère. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. J'ai répondu un seul mot. Non, c'est vous qui l'avez fait. J'ai bloqué leur numéro. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. La maison était calme. Mon congé obligatoire est devenu un temps de véritable guérison. J'ai fait changer mes serrures. J'ai vendu les meubles de la chambre d'amis qu'ils avaient utilisés. Je suis retourné voir le docteur Fournier qui, après avoir entendu l'histoire, a pris ma tension artérielle et a souri. Eh bien, a-t-elle dit, il semble que vous ayez effectué une extraction réussie, bien que radicale, des 2 plus grandes sources de votre stress. J'ai commencé à guérir. J'ai appris à dormir toute la nuit. Je me suis mise au jardinage. J'ai renoué avec les amis qui m'avaient soutenu, qui m'avaient vu prendre la décision la plus douloureuse de ma vie et qui n'avaient pas jugé, mais avaient simplement apporté du vin et s'étaient assis avec moi dans le silence. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. C'était de mon père. Elle était hésitante, pleine de ses platitudes faibles habituelles, mais cachée dans les lignes de « ta mère a du mal » et « c'est très bruyant ici », il y avait une phrase qui se démarquait. Je suis désolé, Véronique. Ce n'était jamais une blague. C'était juste de la cupidité et nous avons eu tort. Je n'ai pas répondu, mais j'ai passé un coup de fil. J'ai mis en place une petite allocation anonyme gérée par un tiers pour être versée sur le compte personnel de mon père. Assez pour qu'il puisse faire ses courses ou acheter un casque pour bloquer le bruit de la laverie. Ce n'était pas du pardon. C'était une reconnaissance. La reconnaissance qu'il était, au moins, capable d'un petit moment privé de vérité. Ma mère n'a jamais repris contact. J'ai entendu dire qu'elle avait pris un emploi de réceptionniste dans un centre communautaire local. L'ancienne directrice d'école répondait maintenant au téléphone. Mon 56e anniversaire a été une affaire tranquille. Juste moi et quelques amis proches dans mon jardin. Il n'y a pas eu de blague. Il n'y a pas eu de surprise. Il y avait juste la paix. J'avais perdu mes parents, mais j'avais récupéré ma vie. La maison était à moi. L'argent était à moi. Mon avenir était à moi. La liste des invités était enfin, heureusement, sécurisée, et la seule personne dessus, c'était moi.